Bonjour, chers amis, dirais-je de façon très englobante. D'abord, un grand merci au CLR, à Patrick Kessel et à toute l'équipe d'avoir organisé cette journée qui était un temps nécessaire dans un combat politique difficile et où nous avons besoin de faire le point pour resserrer les rangs et manifestement rebondir. Le sujet qui m'est imparti, la gauche et la laïcité, un lien à consolider, est immense. Et il est en plus devenu très difficile à traiter dans le contexte actuel, comme l'ont montré les interventions de Christian Bataille et de Patrick Kessel, sans parler de celle de Charles Coutel. Aussi, je me suis dit, comment me situer? Est-ce que je vais reprendre l'histoire de l'apport décisif de la gauche républicaine à la laïcité? Non, ce n'est pas nécessaire devant un public comme celui que vous êtes. Est-ce que je vais reprendre la liste des manquements, des échecs de la gauche depuis, disons, la Libération? C'était sans doute mon penchant d'historien. Et puis finalement, je me suis souvenu que je suis, et que j'ai été en tant que parlementaire, un homme politique. Et donc j'ai décidé de vous parler d'un sujet impossible, de vous parler non sans risque de la situation actuelle. Et d'essayer de donner devant vous des éléments de réflexion par rapport aux 2 premières années de gouvernement de la gauche. Simplement, d'abord, et de façon très schématique, un rappel de l'état des lieux et des rapports de force. Comme en 1981, et je crois qu'il faut bien réfléchir à cette occurrence, le contexte international et le contexte économique sont complètement défavorables à la gauche. Souvenons-nous, en 1981, François Mitterrand avait comme interlocuteur Ronald Reagan, Margaret Thatcher et Jean-Paul II, le pape de l'anticommunisme polonais, venait d'arriver au Vatican. Aujourd'hui, c'est Angela Merkel, c'est Manuel Rajoy, c'est David Cameron. Et finalement, on se dit qu'il y a tout de même une espèce de loi de l'histoire qui veut que c'est quand la situation est la plus difficile que les peuples se résolvent à donner le pouvoir aux forces progressistes, tout en ayant peur que ces forces ne fassent les avancées qui pourtant sont souhaitables. Et puis il y a un élément majeur et qui est nouveau celui-là, c'est la Sainte Alliance, dirais-je, de l'Église catholique, des églises luthériennes, pas toutes, des églises évangéliques, toutes, d'une part, et des forces politiques de l'islam radical soutenues par les pays des Golfe et de l'Iran. Voilà un élément qui pèse très lourd dans le débat politique actuel et dans le rapport de force que nous avons du mal à établir. Il faudrait aussi, mais je n'ai pas le temps de le faire et je l'ai fait longuement dans un chapitre un peu au vitriol, parler du rôle politique joué par l'enseignement privé, confessionnel, catholique. Il faudrait rappeler à quel point l'État finance un réseau qui, pour l'essentiel, est maintenant à nouveau, comme il a été parfois sous la Troisième République, au service de la droite et pour partie de l'extrême droite. Il faut condamner avec la plus grande fermeté ces évêques qui manifestent, non pas parce qu'ils manifestent, encore que ça me paraît peut-être pas tout à fait décent, mais parce qu'ils manifestent aux côtés d'intégristes avec des paroles
qui n'ont rien d'évangélique, dirais-je, pour faire preuve, moi, d'un peu de compassion. Voilà un élément déterminant que je voulais rappeler. Et dernier élément dans ce contexte, ce paradoxe d'une situation où les appareils cléricaux sont de plus en plus à l'offensive, tandis que les pratiques cultuelles ne cessent de s'affaiblir, et tandis que, Catherine Kiesler le rappelle souvent, tandis que une majorité d'environ 2/3 des Français se déclarent maintenant, enquête après enquête, majoritairement donc non-croyants, c'est-à-dire, pour être plus précis, agnostiques, athées ou indifférents. Voilà le paradoxe dans lequel nous sommes et sur lequel nous n'avons pas le temps de revenir aujourd'hui. Mais tous ces éléments nous font nous focaliser sur la formule de Patrick Hessel à l'ouverture du colloque, à défaut de laïcité, c'est-à-dire si nous ne sommes pas à la hauteur de notre tâche, nous aurons, la France aura le Front National. Dernier élément, ne jamais oublier, et je ne fais que l'énoncer, que la question sociale, comme on disait au XIXe siècle, précède la question religieuse, la question des cléricalismes. Et que si nous n'avons pas la capacité d'amplifier le combat contre les inégalités sociales dans ces quartiers urbains excentrés, livrés à l'abandon depuis longtemps, dont les services publics ont fait finalement fi, eh bien, il n'y a pas beaucoup de chances que nous gagnions le combat dans lequel, pourtant, il faut à tout prix réussir. Alors, si j'ai fait ce tableau, c'est pour relativiser, remettre en situation ce que je vais dire maintenant. 2 années de présidence Hollande, des déceptions, beaucoup de déceptions, et pourtant, un certain nombre d'avancées que je ne fais qu'énumérer, comme l'a fait Patrick tout à l'heure. La loi sur le mariage pour tous, c'est un pas en avant considérable de notre société, dont on ne mesure pas encore à quel point elle était nécessaire, mais surtout quel impact elle a sur l'élévation de notre civilisation. Les 2 amendements consolidant le droit à l'avortement et qui viennent après 2 autres d'octobre 2012 qui ont permis le remboursement total de l'IVG et la gratuité des contraceptifs, y compris de la pilule pour les mineurs, voilà un 2e champ d'avancée. Sur le chapitre de l'école publique, sur lequel il faudrait pouvoir s'étendre, les choses aussi sont globalement positives, même si elles sont très insuffisantes. Des créations de postes, la mise en place des rythmes scolaires, je ne fais qu'énumérer, la diffusion dans tous les établissements de la charte de la laïcité, dont nous devons nous saisir, parce que c'est un instrument idéologique au bon sens du terme, capital dans la lutte que nous menons et dans la prise de conscience qu'il faut à tout prix faire progresser. La création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation destinées à remplacer les IUFM que Sarkozy avait vidées de leur contenu. Mais dans ces écoles, il faut que la laïcité, dans son histoire et dans sa problématique actuelle, y compris la plus brûlante, figure comme un enseignement obligatoire. Il faut même que ces matières, si je puis utiliser ce mot, figurent dans le processus de contrôle de l'examen final. Si nous ne parvenons pas à mettre ces éléments dans le paysage qui se redessine université par université, alors
craindre le pire pour la suite. Et puis, il y a le financement de l'enseignement privé et la loi Carle, cette injustice, ce privilège exorbitant, ce danger, d'ailleurs, pour l'école de la République. Au moins, demandons à nos gouvernants de faire cesser les passe-droits les plus criants. Je pense notamment à ces communes de Vendée qui n'ont toujours pas d'école publique. Demandons-leur que les financements publics, si généreusement distribués par Nicolas Sarkozy aux instituts catholiques et commerciaux privés, soient un peu rognés au profit des universités publiques qui sont dans une grande détresse financière. Et puis veillons à ce que la loi Debré soit au moins appliquée, c'est-à-dire qu'on revienne à une négociation établissement par établissement quand il s'agit de l'enseignement, du financement de l'enseignement privé, et non pas à cette négociation officieuse et un peu secrète qui fait que finalement jusqu'au ministre actuel, le ministre de l'Éducation nationale négociait directement avec le secrétariat général de l'enseignement privé. Voilà quelques idées lancées pour nourrir notre réflexion et le débat. Je note dans les éléments positifs la réaffirmation par le président de la République de la pertinence et de la légitimité de la loi de 2004. C'est un élément décisif. S'il y avait recul sur ce sujet, alors n'en doutez pas, l'ensemble de la loi de 1905 serait emporté. Et j'en arrive pour la conclusion à cette question qui nous rassemble, qui peut-être même provoque un certain nombre d'insomnies. Pourquoi dès lors ce sentiment si partagé à gauche d'un flottement, d'une absence de ligne politique, d'atermoiement, pour reprendre le mot de Patrick Kessel? Et encore, étaient-ce les mots de la semaine dernière, avant le dénouement du navrant épisode de la loi famille, si bien évoqué par Christian Bataille? Là, il faut bien le dire, nous avons touché le fond. Et le président de la République devra très vite tirer les leçons de cet épisode, redonner un cap, et pas seulement en matière économique. C'est désormais une affaire de méthode et de style de gouvernement. Le politique doit à nouveau s'affirmer, comme l'affaire Dieudonné en a donné la saisissante et bienvenue illustration. En effet, devant la montée en puissance de la croissance antisémite du pseudo-humoriste, la première depuis la Libération, disait Robert Badinter, le ministre de l'Intérieur a fait front. Il a justifié les mesures qui défendaient la République. Il a affirmé le rôle de l'État en passant outre aux objections des juges du Conseil d'État, en ignorant les remontrances des belles âmes qui le blâmaient au nom de la liberté d'expression. L'opinion publique était partagée, la presse était réservée aux hostiles, les réseaux sociaux s'enflammaient, une tentative de jonction entre intégristes catholiques et musulmans et fondamentalistes musulmans s'ébauchait. Il a tenu bon, et le soufflet est retombé, d'autant que la justice et la police financière ont enfin trouvé le temps de se pencher sur la prétendue insolvabilité de ce marchand de haine. Ce que je voulais dire aujourd'hui est simple. Loi famille ou affaire Dieudonné, le pouvoir doit choisir entre les deux manières de gouverner. Et ce dilemme s'applique aussi aux enjeux de la laïcité. Il serait bon pour lui, je termine, il serait bon pour lui qu'après les deux scrutins qui viennent, il reprenne sa marche en avant, maîtriser mieux encore le projet politique et la dérive sectaire de l'islam radical, poursuivre l'effort de refondation de l'école publique et rééquilibrer les conditions de la concurrence avec l'enseignement professionnel privé. Enfin, engager la sortie progressive et concertée des régimes dérogatoires des cultes en Alsace, en Moselle et en Guyane et à Mayotte. Ajoutons-y évidemment l'extension des lois Ferry et Goblet à la loi de 2004 et il n'y aura plus de problème Babi. Voilà ce que m'a suggéré ce sujet trop ambitieux pour mes frêles épaules, mais je voulais aujourd'hui en tout cas vous dire
qu'il n'y a d'espoir pour nous que dans le tenir bon, dans l'offensive, dans l'idée que nous sommes les héritiers d'une destinée de pionniers courageux, que nous devons à nos enfants et petits-enfants d'être dignes de cet héritage. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes réunis ici. Merci de votre attention.